Assalamu alaikum wa marhaban bikum fi dars al-yawm. Bonjour à tous et bienvenue au cours d'aujourd'hui. Cours numéro 8, vidéo numéro 31. Nous allons prendre connaissance dans ce cours des trois lois de Kepler et nous terminerons par un exercice résolu. Les trois lois de Kepler. Johannes Kepler a vécu entre le 6e et le 17e siècle. Rappelons tout d'abord quelques caractéristiques de l'ellipse. L'ellipse est caractérisée par un centre C, par deux foyers F, F'. Cette distance-là est appelée le grand axe et cette distance-là le petit axe. Cette distance-là est le demi-petit axe et cette distance-là, c'est le demi-grand axe. Première loi de Kepler, ou loi des orbites, ou loi des ellipses. Énoncé de la première loi, elle a été établie en 1609. Les planètes décrivent une ellipse dont le Soleil occupe l'un des foyers. Donc, les planètes ne décrivent pas des trajectoires circulaires, mais des trajectoires elliptiques. Deuxième loi de Kepler, ou loi des airs, établie au cours de la même année que la première loi. Le rayon vecteur est une droite imaginaire reliant le Soleil situé à l'un des foyers de l'ellipse à la planète. Deuxième définition, la vitesse aréolaire. La vitesse aréolaire est la surface balayée ou le rayon vecteur par unité de temps. La vitesse aréolaire moyenne, donc, c'est égal à la variation de la surface sur la variation du temps. Donc, la vitesse aréolaire moyenne, c'est delta S sur delta T. Son unité, c'est le mètre carré par seconde. La vitesse aréolaire instantanée, sous l'effet d'une force centrale, le rayon vecteur balaye entre les instants T1 et T2 le triangle élémentaire O A1 A2, dont l'air est ds, c'est égal à 1 demi de r au carré dθ. Donc ds, puisque le triangle est infiniment petit, c'est-à-dire triangle élémentaire. La surface du triangle est égale à 1 demi de sa base par sa hauteur. Donc si on considère ici le rayon vecteur pour ce triangle comme étant sa hauteur et cette corde infiniment petite qu'on peut assimiler à une droite, c'est sa base. Donc ds est égal à 1 demi de sa hauteur qui est r fois la longueur de cet arc de cercle, A1, A2. Or, la longueur d'un arc de cercle, c'est le rayon du cercle fois l'angle dθ. Donc ds est égal à 1 demi de r au carré dθ. C'est ce que nous avons posé ici. En divisant les deux membres par dt, on obtient l'expression de la vitesse aréolaire instantanée. Donc ds sur dt, c'est 1 demi de r au carré dθ sur dt. Or, nous savons que dθ sur dt, ce n'est ni plus ni moins que la vitesse angulaire qu'on note ici par θ point. Pour un accroissement infinitésimal d'une aire balayée par le rayon vecteur, r et θ sont constantes. Donc ds est égal à 1 demi de r au carré dθ. On pose c égale r au carré θ point, où c est appelée la constante des airs. ds sur dt, c'est égal à 1 demi de r au carré θ point, c'est égal à 1 demi de c. Ça, c'est égal à une constante. Quelle que soit la position de la planète par rapport au Soleil, bien sûr sur l'ellipse, sa vitesse aréolaire est constante. Énoncé de la deuxième loi, le rayon vecteur reliant une planète au Soleil balaye des aires égales en des temps égaux. Donc si les temps ici sont égaux, c'est-à-dire la durée entre T1 et T2
est égal à la durée ici, alors les surfaces, ces deux aires-là, sont égales. Le rayon vecteur reliant une planète au Soleil balaye des aires égales en des temps égaux. Donc cette aire-là est égale à cette aire-là. Ceci prouve qu'une planète se déplacera plus vite, c'est-à-dire plus rapidement, sur son orbite aux périphéries. La périphérie, c'est le point le plus proche du Soleil sur l'ellipse. Et l'aphélie, c'est le point le plus éloigné du Soleil, bien sûr, lorsque la planète est ici. Donc, lorsque la planète est ici, c'est la périphérie. Lorsque la planète est ici, c'est l'aphélie. La planète a une vitesse ici plus grande qu'ici, parce qu'elle doit parcourir cette distance au cours du même temps qu'ici. Donc ici, sa vitesse doit être plus grande qu'ici. Troisième loi de Kepler, ou loi des périodes, établie 9 ans plus tard par Kepler en 1618. Énoncé de la troisième loi, le carré de la période de révolution est proportionnel au cube du demi-grand axe de l'orbite. La planète effectue autour du Soleil une rotation complète appelée période. Et on a ici le demi-grand axe de cette trajectoire elliptique. Cette troisième loi, le carré de la période de révolution d'une planète est proportionnel au cube du demi-grand axe de l'orbite. Sachant que C, c'est 4pi au carré sur G, M plus petit m. Ce qui nous donne T au carré, c'est 4pi au carré sur G, grand M plus petit m, A à la puissance 3. À savoir que T est la période de la planète, c'est-à-dire la durée de révolution autour du Soleil. A est le demi-grand axe de la trajectoire elliptique. G est la constante de la gravitation universelle. Petit m est la masse de la planète. Et grand M, c'est la masse de l'étoile Soleil. Dressons ce tableau dans lequel nous allons mettre les planètes de ce système solaire, ordonnées par leur distance par rapport au Soleil. Donc on a Mercure qui est la plus proche du Soleil, Vénus, Terre qui vient en troisième position, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune qui est la planète la plus éloignée du Soleil, bien sûr dans le système solaire. Dans cette colonne, on va mettre les valeurs des demi-grands axes des différentes planètes en unités astronomiques. Alors, l'unité astronomique, ici, on va prendre le demi-grand axe de notre planète Terre. On va prendre cette distance comme étant égale à 1. Sa période de révolution, c'est égal à une année, donc en année, ou bien 365 jours. Et on va calculer le carré de la période divisé par le cube du demi-grand axe. Bien sûr, pour la Terre, 1 sur 1, c'est égal à 1. Maintenant, pour les autres différentes planètes du système solaire, on a ces valeurs-là. Mercure, qui est la plus proche du Soleil, son demi-grand axe est égal à 0, presque 0,4 unités astronomiques. Pour Neptune, qui est la planète la plus éloignée du Soleil de toutes les autres planètes qui constituent le système solaire, il est situé à 30 unités astronomiques. C'est-à-dire que son demi-grand axe vaut 30 fois le demi-grand axe de la Terre. Pour les périodes, pour Mercure, puisqu'il est très proche du Soleil, il effectue un tour en un quart de notre année. C'est presque 0,25 années, c'est-à-dire le 1 quart de notre année, 365 jours divisé par 4.
Pour Neptune, qui est la plus éloignée par rapport au Soleil, elle effectue une rotation, et regardez bien, en 165 années. C'est extraordinaire, c'est astronomique. Donc si on fait maintenant le rapport T au carré sur A à la puissance 3 pour chaque planète, on trouve partout la même valeur. Et ça, c'est aussi stupéfiant et extraordinaire. Ceci nous démontre l'ordre de l'univers. Lien entre la vitesse aréolaire et le moment cinétique. Nous savons que le moment cinétique par rapport à un axe delta est égal à mr au carré θ point. La vitesse aréolaire ds sur dt est égale à 1 demi de r au carré θ point. C'est la vitesse aréolaire instantanée. Si je divise la première équation par 2m, donc j'obtiens L d'état sur 2m, c'est égal à mr carré θ point sur 2m. De là, on peut simplifier par m et on obtient L delta sur 2m, c'est égal à 1 demi de r au carré θ point. Conclusion, la vitesse aréolaire instantanée est égale au moment cinétique divisé par 2m, ou bien c'est égal à 1 demi du moment cinétique sur m. Le théorème du moment cinétique. Énoncé, en un point fixe O d'un référentiel galiléen, la dérivée par rapport au temps du moment cinétique d'un point matériel est égale au moment de la force qui lui est appliquée en ce point. Mathématiquement donc, dLO, donc ça c'est le moment cinétique par rapport à un point O. La dérivée par rapport au temps du moment cinétique est égale au moment de la force par rapport au même point. Le moment cinétique joue pour la rotation, c'est-à-dire dLO sur dt c'est égal à tau O, c'est une expression qu'on utilise souvent lorsqu'on est en rotation, un rôle similaire à celui que joue la force pour la translation, où on a la relation fondamentale de la dynamique. Passons maintenant à cet exercice. Un point matériel M de masse petit m vibre autour d'un axe horizontal OZ, perpendiculaire au plan vertical OX, OY du mouvement. Donc la figure. Sa position est définie à chaque instant par ses coordonnées cartésiennes. Calculez directement le moment du poids P par rapport au point O, puis par rapport à l'axe OZ en fonction de X, G et M. Deuxièmement, le moment cinétique du point M par rapport au point O, puis par rapport à l'axe OZ, en fonction de M, X, Y, X point et Y point, X point et Y point étant les vitesses. Trouvez l'équation du mouvement en appliquant le théorème. Et notez bien cette remarque, cet exercice est la suite du cours numéro 7, vidéo numéro 30. Corrigé. Calculons d'abord le moment de la force P appliqué au point M par rapport au point O à l'origine, dans le repère cartésien bien sûr. On a les vecteurs unitaires I et J. On sait que tau O c'est égal à OM fois P, la force. Et on sait, voilà, on a ici OM et on a ici P. Quel est le moment de cette force P par rapport au point O? C'est tau O, c'est égal au vecteur position fois P, bien sûr, produit vectoriel. P ici n'a qu'une seule composante, c'est PY. C'est mg fois j, or px c'est égal à 0. Les composantes de OM sont x et y. Puisque maintenant on a toutes les données, on peut passer au calcul du produit vectoriel. Donc tau O c'est égal, voilà les coordonnées de OM, et voilà les composantes de P. Une fois le calcul vectoriel terminé, on doit obtenir tau O c'est égal à mgx fois k.
Donc, revoyez comment faire le produit vectoriel. Par rapport à l'axe delta, on obtient taux delta. On sait que taux delta, c'est égal à taux O fois le vecteur unitaire de l'axe delta. Donc, je prends OM fois P qu'on trouve ici et je multiplie par K. Or, K fois K, le produit scalaire de ces deux vecteurs unitaires, c'est égal à 1. Résultat, taux delta, c'est mgx. Calculons le moment cinétique du point M par rapport au point O dans la base, cartésienne toujours. Maintenant, on sait que le moment cinétique du point M par rapport au point O, c'est égal à OM fois P. Ici, P, c'est la quantité de mouvement et non pas le poids. Le poids, on le note par grand P, la quantité de mouvement par petit p. P, la quantité de mouvement a deux composantes, Px et Py, c'est-à-dire Mvx et Mvy. Faisons notre calcul du produit vectoriel. LO, c'est égal, une fois le calcul du produit vectoriel terminé, on obtient LO, c'est M, x, y point, moins y, x point fois K. X point et y point, c'est Vx et Vy. Par rapport à l'axe delta OZ, nous obtenons, à partir de cette formule-là, L delta, c'est égal à OM fois P fois K. L delta, après avoir fait le produit de cette expression-là par K, nous allons obtenir K fois K, comme on l'a obtenu ici, puisque c'est égal à 1. Donc, il nous reste L delta, c'est égal à M, x, y point, moins y, x point. Sachant que y point, c'est la vitesse verticale et x point, c'est la vitesse horizontale, la composante horizontale. Troisièmement, équation du mouvement, appliquons le théorème du moment cinétique. Le moment cinétique, c'est la dérivée de LO par rapport au temps, c'est égal à taux O. Donc, on doit dériver cette expression, mais là, faites bien attention qu'on a des variables, on a produit de deux variables ici, et ici, produit de deux variables. Donc, on doit procéder par les dérivées partielles. On doit dériver x sans toucher à y point, donc x point, y point, plus sans toucher à x et dériver y point, ce qui nous donne y 2 points. De même pour ce deuxième terme, c'est y point, x point, moins y x 2 points, le tout facteur de k. Or, la dérivée de LO par rapport au temps, c'est égal à taux O. Donc, taux O, c'est ça, je la ramène ici, et je simplifie par M et par K pour obtenir en fin de compte x, y 2 points moins y, x 2 points, c'est égal à gx. Et c'est une équation différentielle du second ordre. Donc, ça, c'est l'équation du mouvement. On a répondu ainsi à la troisième question. Sur ce, je vous quitte et je vous rappelle que c'était là le dernier cours sur la dynamique du point matériel. À partir du prochain cours, nous aborderons le troisième chapitre de la mécanique du point matériel, c'est-à-dire travail et énergie. Donc d'ici là, je vous souhaite bonne chance et si tous ces cours vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour être au courant de tous les nouveaux cours. À bientôt, salut!